Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons enfin lire la suite de ce livre, Mystère à travers les âges. Donc nous avions déjà lu la partie consacrée aux pyramides, ensuite nous avons lu le chapitre sur l'univers, et la dernière fois nous avions lu la partie sur les océans. Aujourd'hui, nous allons donc nous consacrer à la préhistoire. Nous allons apprendre ensemble plein de choses intéressantes. Qu'est-ce qu'un dinosaure? La diversité de la vie, l'apparition de l'homme, les découvertes et techniques. Et c'est parti, on commence avec l'introduction. Voici des millions d'années que l'être humain foule le sol de notre planète, bien qu'il ignore l'âge exact de la Terre et le nombre de civilisations qui l'ont précédé. À partir du XVIIIe siècle, on commence enfin à comprendre que les ossements, les coquillages et le charbon découverts dans la roche sont les vestiges de la vie préhistorique. Des plantes et des animaux ayant vécu avant que l'homme n'en conserve la moindre trace écrite. Les scientifiques se lancent alors à la découverte de notre passé, déterrant des dinosaures, des ptérodactyles, des mammouths et même nos ancêtres humains. Mais la Terre nous réserve encore bien des surprises. Les paléontologues, chercheurs qui étudient la vie préhistorique, continuent de découvrir des fossiles qui mettent leurs connaissances à rude épreuve. À mesure que l'on rassemble des renseignements sur des animaux et des plantes disparus, des branches supplémentaires viennent s'ajouter à l'arbre de la vie. Comparé à tout ce qu'il nous reste à découvrir sur notre lointain passé, les nouvelles découvertes sont infimes. À ce jour, nous ne connaissons qu'1% de toutes les espèces qui nous ont précédés et bon nombre d'énigmes demeurent. Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu de la surface du globe? Comment la vie a-t-elle débuté? Qui étaient nos ancêtres? Dans le désert, sous la mer et parfois jusque dans notre jardin, des chercheurs explorent le passé. Ils y résolvent d'anciens mystères et en découvrent d'autres. Tout le processus vital de la Terre est si progressif et s'étale sur de si longues périodes comparées à la durée de notre existence que l'on ne peut observer ces changements, avant même que l'on ne puisse en établir le déroulement du début à la fin. Des nations entières périssent et sont détruites. Aristote, météorologique, IVe siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'un dinosaure? Les dinosauriens ou dinosaures constituaient un extraordinaire groupe d'animaux qui vécurent il y a entre 230 et 65 millions d'années. Leurs membres verticaux leur permettaient de se tenir debout et ils balançaient leurs pattes d'avant en arrière en marchant, contrairement aux reptiles et aux amphibiens dont les pattes s'étalent de part et d'autre de leur corps afin qu'ils puissent ramper. Certains étaient petits, mais la plupart d'entre eux étaient grands. Quelques-uns atteignaient une taille gigantesque et pouvaient peser plus de 100 tonnes. Les dinosaures se répartissaient en différentes espèces. Parmi les herbivores, citons les petits bipèdes agiles, les ankylosaures armurés et les énormes sauropodes à la lourde démarche. Ils étaient chassés par les théropodes carnivores, tels le vélociraptor et l'effroyable tyrannosaure. Donc c'est lui, le tyrannosaure. Les ichthyosaures et les plésiosaures, de gigantesques reptiles marins, régnaient sur les océans, tandis que les ptérosaures volaient dans le ciel. Toutes ces espèces, et un nombre incalculable d'autres animaux
ces restes, vous observerez que la créature possédait 2 cerveaux, un à l'intérieur de sa tête, l'endroit habituel, et l'autre à la base de sa colonne vertébrale. B.L. Taylor dans le Chicago Tribune à propos de la découverte d'un stégosaure en 1912. La première forme de vie. James Ussher écrivait en 1650 que la Terre et la vie firent leur apparition le 22 octobre 4004 avant Jésus-Christ. Nous savons aujourd'hui que notre planète est vieille de 4,5 milliards d'années et que la vie y apparut il y a plus de 3 milliards d'années. La première forme de vie était toute simple, puis les premiers êtres vivants apparurent il y a 600 millions d'années. Ensuite, surgirent dans les mers, sous l'aspect de poissons dépourvus de mâchoires, les vertébrés. Les plantes envahirent le globe les premières, les insectes et les amphibiens suivirent, il y a 400 millions d'années. Les reptiles devinrent des dinosaures et de petites créatures couvertes de poils. Les mammifères. Première végétation. Les plantes furent les premiers organismes à coloniser la planète. Petites et de forme simple, elles procurèrent nourriture et abri aux premiers animaux terrestres, parmi lesquels les scorpions, les araignées, les insectes et même les escargots. Animaux ou matelas naturels. Les toutes premières formes de vie étaient de minuscules créatures unicellulaires. Certaines se regroupaient en sorte de tapis appelés stromatolites, matelas de pierre. On en trouve encore en Floride et en Australie occidentale. Des presse-papiers préhistoriques. Souvent utilisés en guise de décoration, les ammonites sont des calmars fossilisés qui datent du Mésozoïque secondaire. Des reptiles rampants. À mesure qu'ils se développaient dans leurs nouveaux habitats, les premiers reptiles terrestres subirent diverses transformations. Certains, comme le mésosaure, regagnèrent la mer, d'autres adoptèrent un mode de vie à sang chaud, se couvrirent de poils et devinrent des mammifères. D'autres encore se mirent à voler. Enfin, les dinosaures devinrent le groupe de reptiles dominants. Qu'est-ce qu'un vertébré? On appelle ainsi toute créature pourvue d'une colonne vertébrale et d'un crâne. Les premiers vertébrés à peupler nos côtes furent les amphibiens il y a 400 millions d'années. Ils utilisaient leurs nageoires en guise de membres et possédaient 8 orteils qui plus tard se réduisirent à 5. On appelle invertébré toute créature dépourvue d'une colonne vertébrale. Des poissons sans mâchoire. Les premiers vertébrés étaient de petits poissons, comme l'astraspis. Dépourvu de mâchoire, sa gueule s'ouvrait simplement pour aspirer sa nourriture de la vase contenant des créatures et des plantes mortes du fond des océans. Vie et mort d'une espèce. Le naturaliste Charles Darwin, 1809-1882, a mis au point la théorie de l'évolution. Selon lui, chaque espèce est en développement constant afin de s'adapter au changement de climat et à la nourriture qu'elle peut trouver sous peine de disparaître. Décollage triasique. Les premiers reptiles se mirent à voler il y a plus de 200 millions d'années. Le Charophypteryx cicontre utilisait une membrane en guise d'aile soutenue par ses pattes afin de descendre en piqué et de planer lorsqu'il chassait les insectes dans les forêts à la fin du Trias. Coquille protectrice. L'œuf reptilien constituait un abri sûr et nutritif pour le développement de l'embryon, bébé en train de se former. Il permettait aux reptiles
l'espèce de se développer sur de vastes territoires, contrairement aux amphibiens qui devaient pondre sous l'eau. Meurtre mystérieux à la préhistoire. Les premiers reptiles régnaient sur Terre il y a environ 250 millions d'années. Beaucoup disparurent pour des raisons qui demeurent inconnues. 20 millions d'années plus tard, leur ancien habitat fut occupé par les premiers dinosaures, tels que le petit carnivore appelé Coléophysis. Les dinosaures ont-ils simplement pris la relève après une énorme catastrophe naturelle ou ont-ils chassé les premiers reptiles? Minuscules et énigmatiques, il y a 500 millions d'années, la vie apparaissait sous de multiples formes. Parmi elles, la Lucigénia fut l'une des plus étranges. On sait peu de choses au sujet de cette espèce de chenille dotée de 14 pattes et d'une colonne vertébrale. Les premiers mystères. C'est au début des années 1600 que les chercheurs décrivent pour la première fois les squelettes des dinosaures et d'autres gros animaux. Cependant, les Romains avaient déjà déterré de tels ossements qui ont fait naître des légendes. Le crâne de l'éléphant ouvert au milieu de la tête a certainement inspiré la légende du Cyclope qui apparaît dans l'Odyssée, un poème de la Grèce antique. Ainsi, pendant des années, on crut que les grands fossiles n'étaient autres que les cadavres d'animaux engloutis par le déluge biblique. Des empreintes géantes. En 1835, Edward Hitchcock fait la description d'énormes traces de pas découvertes au Massachusetts, États-Unis. Certains pensent alors qu'elles ont été laissées par le corbeau de Noé, mais Hitchcock n'est pas d'accord. Après sa mort, on découvrira qu'elles appartiennent à des dinosaures. Le géant reconstitué. Gideon Mantell fut l'un des premiers à identifier des os de dinosaures et comprit qu'ils appartenaient à de gigantesques reptiles. Il reconstitua un dinosaure qu'il nomma l'iguanodon. La guerre des dinosaures. À la fin du XIXe siècle, une guerre éclata entre deux paléontologues américains, Othniel Marsh et Edward Cope. Ce fut à celui des deux qui rassemblerait le plus de dinosaures possible, non sans les avoir décrits et nommés. Cette rivalité donna lieu à de nombreuses découvertes capitales qui remplissent à présent les musées de tous les États-Unis. Les os de dragon. Dans certaines régions de Chine, on considère encore que les os de dinosaures sont les restes de dragons et on les broie pour en fabriquer des remèdes. Le père des dinosaures, Richard Owen, un grand paléontologue du XIXe siècle et l'inventeur du nom dinosaure, du grec déinos, terrible, et sora, reptile. Il exposa pour la première fois ses idées en Angleterre lors d'une conférence en 1841. Au cinéma, les dinosaures sont apparus dans de nombreux films, de King Kong à Jurassic Park. C'est en 1912 qu'un gentil sauropode appelé Gertie tient pour la première fois la vedette sur grand écran. Une couvée de dinosaures. En 1923, une expédition en Mongolie donne lieu à l'une des premières découvertes d'œufs de dinosaures. Un fossile de dinosaure est également trouvé sur place. Est-ce un voleur d'œufs? De nouvelles trouvailles démontreront que l'animal n'est autre qu'un parent couvant le nid. Les dinosaures au palais. Ce fut au Crystal Palace de Londres en 1853 que l'on exposa les premières statues de dinosaures. Elles stupéfièrent plus d'un badaud à l'époque. Qui fut le premier à écrire sur les ossements de dinosaures? La première description d'un os de dinosaure
1996 par Robert Plot en Angleterre. Il pensait qu'il s'agissait d'un os humain géant. Malheureusement, on a égaré cette pièce de musée. Enquêtes et hypothèses. L'étude des dinosaures débute avec la découverte et la collecte d'ossements. La plupart des fossiles proviennent de régions reculées comme le désert de Gobi en Mongolie, les Badlands de l'Ouest américain et même de l'Antarctique. La collecte d'ossements est un processus lent, difficile et délicat. Chaque os doit être déterré avec soin, puis recouvert de plâtre pour éviter toute détérioration pendant le transport. Au laboratoire, les os sont ensuite préparés et nettoyés à la brosse à dents, au cure-dent et à l'aide de petites perceuses. Les squelettes en bon état sont reconstitués pour être exposés dans les musées, soutenus par une structure d'acier ou suspendus au plafond par de minces câbles. Les scientifiques mesurent, dessinent, photographient et décrivent avec soin chaque os. De telles études sont à l'origine de toutes nos idées et théories sur les dinosaures. Les rochers qui contiennent les carcasses de dinosaures, ainsi que les restes d'autres plantes et animaux fossiles, nous renseignent abondamment sur ces monstres de jadis et sur le monde dans lequel ils vivaient. J'ai vu l'arrière du crâne et c'était un dinosaure. J'avais découvert le fossile et je me suis mis à hurler comme jamais. Waouh, on l'a trouvé! Paul Sereno, lors de sa découverte de l'Eoraptor en 1994. Vie quotidienne d'un dinosaure. Grâce aux fossiles, nous connaissons beaucoup mieux les dinosaures. Les squelettes nous renseignent sur leur taille et leur forme et peuvent nous indiquer à quel âge ils sont morts et s'ils avaient contracté des maladies, tandis que leurs dents et leurs excréments nous apprennent comment ils se nourrissaient et de quoi se composait leur alimentation. En soufflant dans les maquettes de leurs museaux, on peut même reproduire le son qu'ils émettaient, mais de nombreuses énigmes restent à élucider. Nous ignorons toujours la température ou la couleur exacte de leur corps, le nombre des espèces et la raison de leur disparition. Des dinosaures géants, les sauropodes tels que le brachiosaure furent les plus grands animaux terrestres. Découvert récemment aux États-Unis, le séismosaure mesurait jusqu'à 50 mètres de long et pesait 100 tonnes. Des créatures intelligentes. La plupart des dinosaures étaient pourvus d'un petit cerveau. Certains chasseurs possédaient toutefois un cerveau plus développé et devaient sans doute être aussi intelligents que leurs descendants, les oiseaux. Casse-croûte préhistorique. Les dents de dinosaures nous informent en détail sur l'alimentation de ces monstres. Les hadrosaures possédaient une véritable batterie de dents pour broyer les aiguilles de conifères. Les os, les graines ou les feuilles découvertes dans les fossiles nous indiquent aussi comment s'alimentaient les différents types de dinosaures. Mâchoire inférieure d'un hadrosaure. On a la batterie de dents, l'articulation de la mâchoire et la face masticatrice. Attaque groupée. Certains dinosaures carnivores, comme le Deinonychus, devaient attaquer en groupe afin de capturer de grosses proies. Une attaque groupée de Deinonychus se révélait bien plus dangereuse que celle d'un seul tyrannosaure. Empreintes du passé. On trouve des centaines d'empreintes de dinosaures dans d'anciennes plaines sablonneuses ou marécageuses. Elles nous indiquent que de petits dinosaures pouvaient courir vite et que beaucoup d'entre eux, même les gigantesques sauropodes, se déplaçaient en troupeaux.
15 cm et la taille d'un ballon de football. En général, les couvées étaient disposées en cercle, mais on a retrouvé certaines d'entre elles assemblées en spirale ou même alignées. Nul ne connaît la raison de telle disposition. Qu'est-ce qu'une espèce? L'espèce est l'unité de base de la classification animale. Les membres d'une même espèce possèdent des caractéristiques similaires qui les différencient des autres créatures. Le genre regroupe des espèces semblables. Pour tromper l'ennemi, les dinosaures herbivores devaient se protéger des carnivores. Ainsi, les stégosaures se sont couverts d'épines et de piquants, tandis que les ankylosaures possédaient une véritable armure et une queue articulée hérissée de pointes. Effrayant mais lent, le tyrannosaure pesait dans les 6 à 8 tonnes et atteignait péniblement les 35 km/h. Peu agile, s'il tombait en courant, il risquait de se blesser ou de mourir sur le champ. Un être humain aurait pu facilement le distancer. Nom de famille. Chaque nom de dinosaure se compose de 2 parties, le genre, groupe d'espèces, et l'espèce. Le nom nous renseigne sur l'animal en question. Vélociraptor mongoliensis par exemple. Celui-là signifie chasseur rapide de Mongolie. Question sans réponse. Les scientifiques sont nombreux à étudier les dinosaures et l'on a découvert plus de dinosaures ces 20 dernières années qu'au cours des 2 siècles précédents. Toutefois, on ignore encore beaucoup de choses sur ces stupéfiantes créatures. Aucun autre animal vivant ne ressemble aux dinosaures et seuls les fossiles peuvent nous renseigner à leur sujet. Plusieurs découvertes importantes ont eu lieu récemment. Des nids, une peau fossilisée, un dinosaure en train de couver et plusieurs nouvelles espèces. Les chercheurs d'aujourd'hui sont aussi mieux renseignés sur les animaux et les plantes qui existaient à l'époque des dinosaures. À qui appartient Sue? En 1992, le FBI procéda à l'arrestation de Sue, le tyrannosaure faisant l'objet d'une bataille juridique pour déterminer son propriétaire. Nul ne sait quand Sue sortira de prison. Un dinosaure très étrange. Parmi les singuliers fossiles de dinosaures découverts dans le désert de Gobi, ceux du Segnosaure se révèlent les plus étranges. Dotés d'une sorte de bec sans dents, d'un long cou, d'un corps volumineux, d'énormes griffes et de courtes pattes, on ignore tout de son origine. Cependant, la découverte récente de nouveaux fossiles risque fort d'éclaircir ce mystère. Combien existe-t-il d'espèces? Les paléontologues ont découvert environ 1000 espèces de dinosaures, soit une infime partie de toutes celles qui ont existé. Comme chaque espèce comptait des millions d'individus, même si un seul sur 1 million fut fossilisé, des milliers d'autres restent encore à découvrir et il faudra également leur trouver un nom. Animaux à sang chaud ou à sang froid. Tout d'abord, on pensa que les dinosaures étaient des créatures à sang froid. En 1967, quelqu'un émit l'idée qu'il pouvait s'agir d'animaux à sang chaud, compte tenu de leur posture, de leur ossature et de leur alimentation. Mais la plupart des scientifiques réfutèrent cette hypothèse. Selon eux, les dinosaures possédaient un sang froid ou tiède. De nouvelles études sur leur système respiratoire semblent le confirmer. Les dinosaures d'aujourd'hui. Le monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle fut l'un des premiers ouvrages suggérant l'existence des dinosaures.
nombreuses personnes affirment avoir aperçu des sauropodes vivant en Afrique, mais aucune expédition n'en a jamais découvert. Le dinosaure cannibale, un squelette de Coelophysis découvert récemment, contenait les restes d'un autre Coelophysis dans sa cage thoracique. L'animal à l'intérieur est trop grand pour qu'il s'agisse d'un embryon. Cela ne peut donc être que le dernier repas d'un dinosaure cannibale. La fin des dinosaures. Pourquoi les dinosaures ont-ils disparu? Telle est la question que l'on pose le plus souvent aux paléontologues. Un expert en dinosaures dénombrera plus d'une centaine de théories censées expliquer cette disparition. Mais l'on ignore toujours laquelle de ces hypothèses est la bonne. La planète a peut-être subi une catastrophe à grande échelle, tel le choc d'une gigantesque météorite. À moins que les dinosaures n'aient tout simplement été les victimes de colossales éruptions volcaniques ou de brusques changements climatiques. Certains scientifiques soutiennent que les dinosaures n'ont pas réellement disparu de la surface du globe, car leurs descendants, les oiseaux, existent encore à l'heure actuelle. Les étonnants sauropodes, comme le brachiosaure, dévoraient l'équivalent de 50 balles de foin par jour. Comment parvenaient-ils à engouffrer toute cette nourriture dans une si petite gueule? La diversité de la vie. Les fossiles nous révèlent tout un cortège de vie qui remonte jusqu'aux premiers temps de l'histoire de la Terre. De larges périodes de cette histoire ont été dominées par des formes de vie bien spécifiques. Le Mésozoïque ou secondaire, par exemple, est souvent appelé l'ère des dinosaures, tandis que le Cénozoïque ou tertiaire est connu sous le nom d'ère des mammifères. Ces ères ne se succédèrent pas en douceur. Chacune s'acheva sur une catastrophe mondiale qui décima au passage des groupes entiers d'animaux. À la fin du Permien, il y a 250 millions d'années, un événement anéantit 95% de la vie sur la Terre. La cause de ces désastres et ce qui s'est réellement passé lorsqu'ils ont eu lieu, voilà deux questions capitales auxquelles la science n'a toujours pas trouvé de réponse. Néanmoins, ces disparitions massives ne furent pas totalement néfastes. Elles ont permis l'apparition de nouvelles formes de vie et la constitution de nouveaux groupes. Sans ces événements, l'ère des dinosaures continuerait encore et les êtres humains n'existeraient pas. Le tyrannosaure nous impressionne, les plumes de l'Archéoptérix nous émerveillent, mais aucun de ces deux animaux ne nous en a appris autant que cet étrange petit invertébré de 5 cm qui date du Cambrien et que l'on appelle Opabinia. Stephen Jay Gould en 1990. Les changements du Mésozoïque. Les derniers dinosaures partagèrent la même existence que d'autres animaux et plantes. Certaines de ces formes de vie existent encore aujourd'hui, mais la plupart disparurent en même temps que les dinosaures. À l'ère secondaire mésozoïque, le climat, bien plus chaud que le nôtre, pouvait accueillir une multitude d'organismes vivants. À la place des baleines et des dauphins, la mer abritait des plésiosaures et des ichthyosaures, alors que les dinosaures faisaient la loi à l'intérieur des terres. Les mammifères se faufilaient entre leurs pattes gigantesques, tandis que les petits cousins reptiles des dinosaures, les tortues, lézards et crocodiles, vivaient quasiment de la même façon qu'aujourd'hui. Le ciel grouillait de ptérosaures et des premiers oiseaux, de petits dinosaures à plumes, comme l'Archéoptérix. L'atmosphère était-elle différente au secondaire? Certains scientifiques soutiennent qu'au secondaire, les gaz se répartissaient différemment
selon eux, davantage d'oxygène, les dinosaures purent atteindre des tailles colossales et des énormes ptérosaures purent voler dans les airs. Mais les preuves, comme de minuscules bulles d'air préhistoriques comprimées dans des morceaux d'ambre, sont difficiles à collecter et tout reste à faire dans ce domaine. Les ptérosaures, mangeurs de poissons, volèrent longtemps avant les oiseaux. La plupart atteignaient la taille des corbeaux, mais certains devinrent de gigantesques avions chasseurs avec des ailes d'une envergure de 12 mètres. Monstres marins du secondaire. Les plésiosaures étaient les créatures marines les plus féroces. Les spécimens au long cou mangeaient les poissons, tandis que ceux au cou ramassé et aux grosses mâchoires, plus de 2 mètres de long, se nourrissaient de viande. On pense qu'ils se dévoraient entre eux. De petites peluches. Les mammifères échappaient aux dinosaures grâce à leur petite taille et parce qu'ils ne sortaient que la nuit de leur cachette. Tout ce que nous savons à leur sujet provint de leur dentition qui a le mieux survécu à la fossilisation. Les créatures les plus résistantes. Les insectes comptèrent parmi les premiers groupes à coloniser les terres. Lorsque le climat s'y prêta, de gigantesques créatures apparurent, telles des libellules d'une envergure pouvant atteindre 1 mètre. C'est au secondaire qu'évoluèrent la plupart des insectes, si bien que les mouches, les moustiques et peut-être même les puces devaient empoisonner la vie des dinosaures. La Terre à l'époque des dinosaures. Au secondaire, les calottes polaires n'existaient pas et les continents se situaient différemment. Auparavant, la Terre ne formait qu'un seul continent géant appelé la Pangée. Celui-ci se sépara en 2 plaques, la Laurasia au nord et le Gondwana au sud. Le climat du globe était très doux et la chaleur se répandait pratiquement jusqu'en Arctique. Fourrage pour dinosaures. La première végétation du Mésozoïque, qui constituait l'alimentation des dinosaures herbivores, se composait surtout de fougères, de conifères, de cycas, de ginkgo et de prêles des champs. Les plantes à floraison apparurent il y a plus de 120 millions d'années, offrant ainsi aux derniers dinosaures un nouveau type de nourriture. Fossiles de plantes et d'insectes du Mésozoïque. Les premiers mammifères. À la fin du secondaire, la disparition massive des dinosaures et d'autres créatures va offrir aux mammifères la chance de se développer et de nouvelles espèces vont apparaître. Certains résisteront mieux que d'autres et leurs descendants, baleines, tigres, chauves-souris, hérissons et êtres humains existent toujours. La plupart des espèces ont disparu à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 11 000 ans. Mais la raison de cette extinction demeure assez vague. Est-elle due à des changements climatiques ou aux êtres humains affamés? Des oiseaux mangeurs de chevaux. Les premiers mammifères étaient la proie d'énormes oiseaux coureurs qui ne volaient pas, les phororacidés. Ces terrifiantes créatures atteignaient parfois 3 mètres de haut. Grâce à leur bec puissant,
d'une stature dépassant les 5,50 m au garrot, partie saillante d'un quadrupède au-dessus de l'épaule. L'Indrigotherium fut le plus gros mammifère terrestre qui ait jamais existé. Il vivait en Asie et se nourrissait probablement du feuillage des petits arbres. Des tanques vivants. Les glyptodons furent sans doute les plus étranges mammifères ayant jamais existé. Les ancêtres des armadillos, ces créatures qui mesuraient jusqu'à 3,50 m de long, possédaient une armure osseuse qui leur recouvrait le corps et la queue. Le pied marin, la découverte récente d'un fossile d'Ambulocetus indique que l'ancêtre de la baleine possédait 4 pattes et vivait dans les terres. L'espèce a regagné la mer il y a un peu plus de 50 millions d'années. Qu'est-ce qu'un mammifère? Les mammifères vivants se distinguent par leurs poils et leurs glandes mammaires, d'où leur nom, lesquelles se retrouvent rarement dans les fossiles. Les dents des mammifères possèdent une forme caractéristique et ce sont souvent les seules parties du corps conservées par la fossilisation. L'articulation de leur mâchoire se révèle tout aussi particulière. Grâce aux fossiles, on observe nettement l'évolution de ce trait distinctif à travers le temps. Radar préhistorique. Les chauves-souris apparurent il y a 50 millions d'années. L'Icaronecteris est la plus ancienne espèce connue. Des fossiles un peu plus récents nous apprennent que les chauves-souris primitives pouvaient se diriger grâce aux ultrasons. Les marsupiaux, animaux qui portent leurs petits dans une poche, vivent uniquement en Australasie et en Amérique du Sud. Lorsque la Pangée s'est divisée, leurs ancêtres se sont développés sur ces continents. Donc là, les futurs opossums et là, bien sûr, les futurs kangourous et wallabies. L'apparition de l'homme. Nous autres êtres humains sommes fascinés par nos ancêtres. Chaque découverte est accueillie comme une nouvelle sensationnelle. Beaucoup de scientifiques, sans ménager leurs efforts, s'affairent à retrouver la trace de nos ancêtres, mais ils doivent faire face à un énorme problème. Notre famille, les hominidés, a laissé peu de fossiles derrière elle. La plupart des restes se composent de dents disparates, d'os ou de simples fragments. Les crânes sont certes importants, mais ils demeurent assez rares et tous les squelettes déterrés sont incomplets. Avec si peu de preuves, les chercheurs ne peuvent que jouer aux devinettes et les querelles d'experts vont bon train. Heureusement, on continue de faire des découvertes capitales en matière de fossiles. Ainsi, de nouvelles recherches effectuées en Éthiopie ont révélé au grand jour notre plus vieil ancêtre connu. Vieux de plus de 4 millions d'années, les fossiles proviennent d'une petite créature de type anthropoïde, singe se rapprochant le plus de l'homme, vivant sans doute principalement dans les bois. Ses dents ressemblent à celles du chimpanzé et démontrent que la lignée humaine est peut-être encore plus proche des anthropoïdes que des autres singes vivants. Bien que l'on sache que l'homme, de par sa substance et sa structure, n'est qu'un animal parmi d'autres, cela n'entame en rien notre considération pour la noblesse du genre humain. Des H. Huxley, La place de l'homme dans la nature, 1863. Génome manquant et première théorie. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, on pensait que les êtres humains avaient été créés par Dieu. Darwin et ses partisans soutiennent à l'époque que notre espèce descend de formes anthropoïdes plus primitives et que nous appartenons donc au règne animal. De telles affirmations
se lancer à la chasse aux ancêtres. Au début, les scientifiques pensent que l'évolution des humains correspond à celle d'une simple lignée qui à chaque étape se rapproche progressivement de nous. Mais des recherches actuelles prouvent que notre histoire se révèle complexe et que nous ne sommes pas prêts d'en éclaircir tous les mystères. La quête du génome manquant. Les chercheurs du XIXe siècle souhaitaient découvrir un seul génome manquant entre les humains et les singes anthropoïdes. Eugène Dubois crut l'avoir trouvé en découvrant des ossements à Java en 1891. En fait, il s'agissait du fossile de l'Homo erectus. Critique et satire. La colère contre Darwin atteignit son apogée en 1871 lorsqu'il publia La descendance de l'homme. L'ouvrage soutenait la théorie selon laquelle les humains faisaient partie du monde animal et s'apparentaient aux singes anthropoïdes. Des dessins satiriques apparurent, ridiculisant les idées, et on l'accusa de dénigrer les enseignements chrétiens. Les mythes de l'homme de Néandertal. Les premières reconstitutions de l'homme de Néandertal ressemblaient à des personnages aux traits exagérés et au dos voûté. Des études démontrent qu'il était semblable à nous. Des grands singes anthropoïdes. On pensait autrefois que nos ancêtres n'étaient autres que des fossiles de singes anthropoïdes, découverts en Asie et datant de 2 millions d'années. Certains mesuraient jusqu'à 2,50 m de haut. En fait, il s'agit probablement des restes d'orang-outans. L'enfant de Tong. En 1925, Raymond Dart annonce la découverte d'un enfant à mi-chemin entre l'humain et l'anthropoïde, dans le Transvaal, en Afrique du Sud. La communauté scientifique attaque alors Dart en soutenant qu'il vient simplement de découvrir la dépouille d'un chimpanzé ou d'un gorille. Toutefois, des découvertes ultérieures lui donneront raison. Dart a fourni la preuve de l'existence de notre ancêtre, l'Australopithèque, qui vivait sur Terre voilà 3 millions d'années. Retour d'Afrique. Lorsqu'on découvrit des fossiles humains dans les années 1800, on pensait que ces derniers provenaient d'Asie. Mais au début du siècle, on a déterré des fossiles en Afrique. Ce crâne en provenance du Kenya démontre que les origines de l'homme pourraient se situer en Afrique. Qui était l'homme de Piltdown? En 1912, on découvre un crâne étrange à Piltdown en Angleterre. S'agit-il alors du fameux génome manquant? En 1952, on démontre qu'il s'agit d'un canular, un crâne humain avec une mâchoire de singe. L'identité du plaisantin demeure toujours un mystère. Le grand débat. Un nouveau problème a divisé des chercheurs. Richard Leakey soutient que la lignée directe de l'être humain est très ancienne, tandis que Don Johanson affirme que la séparation entre notre espèce et d'autres hominidés est beaucoup plus récente. Il n'existe à l'heure actuelle aucune preuve attestant l'une ou l'autre de ces théories. Les origines de l'homme. Notre espèce, l'Homo sapiens, humain doté de sagesse, appartient avec d'autres espèces disparues au genre Homo. Ce dernier et le genre Australopithèque forment la famille des hominidés. D'autres noms de genres et d'espèces ont été créés, mais de récentes découvertes de fossiles démontrent que parmi ces appellations, il en existe peu ou même aucune qui correspondent à des créatures ayant réellement existé. Pour mieux comprendre notre passé, il faut nous plonger dans la biologie, les habitudes et l'histoire de nos cousins hominidés disparus. Des cousins voyageurs. Notre cousin le plus proche, l'Homo erectus,
sapiens. L'Homo erectus nous ressemblait tout à fait, hormis ses arcades sourcilières plus marquées, sa lourde mâchoire et son menton fuyant. Grand, étroit de bassin et pourvu de longues jambes, l'Homo erectus était capable de parcourir de grandes distances. L'espèce s'est répandue d'Afrique en Europe vers la Sibérie, Java et la Chine, il y a environ 1 million d'années. Singerie en tout genre. Les primates, singes et anthropoïdes, se caractérisent par leur cerveau développé, leurs pouces flexibles, leurs ongles qui remplacent des griffes et l'attention qu'ils portent à leurs petits. Il est clair qu'ils sont apparentés aux humains. Nos cousins vivants les plus proches sont les grands singes d'Afrique, tels le chimpanzé et le gorille. Le singe du Sud. Il y a 3 millions d'années, une créature de type anthropoïde mesurant de 1 mètre à 1,50 m de haut traversait les plaines d'Afrique en courant sur ses 2 jambes. L'Australopithèque, notre ancêtre, était descendu des arbres pour se nourrir. Ses grandes dents épaisses lui permettaient de broyer la nourriture, laquelle se composait surtout de fruits et de feuilles. Mais le danger régnait dans les terres où hyènes et léopards étaient sans cesse à l'affût. Habile de ses mains, l'Homo habilis d'Afrique fut le premier à utiliser des outils rudimentaires. On trouve souvent ses fossiles et ses instruments à proximité d'anciens lacs et d'anciennes rivières. D'excellents sites de chasse où nos ancêtres capturaient les animaux venant s'y abreuver. Notre cousine Lucie. En 1975, on assiste à une stupéfiante découverte dans la rift valley éthiopienne. Les ossements d'une famille d'au moins 13 individus du genre Australopithèque sont retrouvés dans des sédiments non loin d'un lac. Parmi les spécimens, celui d'une jeune femme dont le squelette est le mieux reconstitué sera surnommé Lucie. Grâce à elle, on apprend alors que l'Australopithèque possédait un crâne primitif et un corps proche du nôtre. Debout les humains, il y a près de 4 millions d'années, 2 de nos ancêtres marchaient debout sur les cendres déposées par une récente éruption volcanique à la Etoli en Tanzanie. Leurs empreintes furent conservées et l'on peut encore les observer aujourd'hui. Elles prouvent que même à un stade très primitif de leur évolution, les humains se tenaient debout et marchaient de la même manière que nous en faisant de grandes enjambées. Pas si bête. L'Homo sapiens possède un cerveau plus volumineux que celui dont était doté l'Homo erectus. Ah donc ça c'est l'Homo sapiens. Ça c'est l'Homo erectus. Le premier de nos ancêtres intelligents était l'Homo habilis. Les outils qu'il a laissés laissent supposer qu'il pouvait être droitier ou gaucher, de sorte que son cerveau devait fonctionner par inversion comme le nôtre. Les crânes retrouvés montrent que les zones du langage du cerveau étaient développées, mais nous ne saurons jamais comment ils s'exprimaient. Quel âge a notre espèce ? Les tout premiers restes identifiés comme appartenant à un Homo sapiens datent d'environ 120 000 ans. Mais selon certains, le crâne de Petralona, retrouvé en Grèce, et vieux de 300 000 à 400 000 ans, appartiendrait à notre espèce. Par ailleurs, des études génétiques laissent supposer que nous foulions déjà le sol terrestre il y a au moins 200 000 à 300 000 ans. Découvertes et techniques. Si l'on compare les formes de vie sur la Terre, les êtres humains actuels constituent l'espèce la plus avancée, mais non pas la dernière. Nous sommes des nouveaux venus, car nous n'occupons le globe que depuis quelques centaines de milliers d'années. Vous seriez tenté de croire qu'à cause de notre présence récente, il devrait exister une multitude de preuves
sociales ne se fossilisent pas et nous ne pouvons que les deviner en examinant des preuves indirectes comme la structure du squelette ou la forme d'un outil ancien. Le grand problème reste l'origine de notre propre espèce, l'Homo sapiens. Certains scientifiques pensent que nous nous sommes développés séparément en Afrique il y a 200 000 ans. D'autres prétendent que nous descendons de l'Homo erectus. De nos jours, l'étude génétique des êtres humains du monde entier fournit encore de nouvelles réponses. L'une de ces recherches laisse entendre que les humains actuels descendraient d'une simple femme ayant vécu en Afrique entre 150 000 et 300 000 ans. Pouvons-nous croire à cette étonnante affirmation? Le chasseur de fossiles ne tue pas, il ressuscite, et l'aboutissement de ce sport consiste à accroître les trésors de la connaissance humaine. George Gaylord Simpson, La géographie de l'évolution, 1934. Examinons nos ancêtres. Les premiers temps de l'histoire de notre espèce sont marqués par de nombreuses étapes, comme le développement de la parole et du langage, l'évolution des groupes sociaux complexes, le commencement de la pensée et l'apparition de la religion avec des systèmes de croyances et de cérémonies. De nombreuses innovations technologiques voient le jour, comme la maîtrise du feu, l'invention de nouveaux matériaux et de nouvelles méthodes pour fabriquer des vêtements, des abris et des outils plus efficaces. Nul ne sait comment, quand ou même pourquoi de telles inventions sont apparues, mais il existe des centaines de théories et des centaines de scientifiques prêts à les examiner. Des tueurs de mammouths. Les mammouths et autres gros animaux ont disparu d'Amérique du Nord il y a environ 12 000 ans. Des groupes d'humains primitifs ont-ils chassé et massacré des créatures jusqu'à leur extinction? La période glaciaire. La majeure partie de l'histoire de l'Homo sapiens s'est déroulée à la période glaciaire, une époque de brusques changements climatiques. Dans les phases les plus froides, les glaciers s'étendirent et le niveau de la mer baissa, tandis que dans les phases de chaleur, les températures étaient plus élevées qu'aujourd'hui. Nul doute que de tels événements ont provoqué des changements dans notre évolution. Une réponse au passé. Un tibia et une dent auront suffi à nous renseigner sur l'histoire de l'homme de Boxgrove, qui vécut il y a environ 500 000 ans. Des motifs sur la dent indiquent qu'il mangeait cru aussi bien les légumes que la viande, et que sa dentition lui faisait mal. Qu'est-il arrivé à l'homme de Néandertal? Il y a environ 30 000 ans, les Néandertaliens ont soudain disparu. Nul ne sait s'ils se sont éteints naturellement ou s'ils ont été décimés par leurs cousins, les Homo sapiens. Art préhistorique. L'art occupait une place de choix pour les hommes de Cro-Magnon, les premiers Homo sapiens. Parmi les œuvres artistiques, citons les peintures rupestres, les sculptures en os, en ivoire ou en argile, les gravures, la fabrication de bijoux et d'instruments de musique dans des os d'animaux. Coutumes funéraires. Il semble que les Néandertaliens furent les premiers à enterrer leurs morts, souvent avec des outils, des os, des fleurs et autres offrandes. De nombreuses tombes abritent les cadavres de personnes âgées ou souffrantes, ce qui indique que les hommes de Néandertal devaient en prendre soin. Les outils des hommes de Cro-Magnon étaient élaborés. Pointe de lance, aiguilles, lames et même des flûtes. Ils travaillèrent le silex, puis l'os, le bois et d'autres matériaux. Le singe parlant. Le siège de la parole dans notre cerveau date de plus de 2 millions d'années. La gorge, capable de prononcer des mots, est apparue 1 million
500 000 ans que les humains utilisent le feu. Grâce à lui, ils ont pu se protéger, se chauffer et se nourrir plus facilement en cuisant les aliments. L'homme des glaces. En 1991, on a découvert dans un glacier autrichien le corps momifié d'un homme vieux de 5000 ans. Pris dans les glaces avec ses outils et ses vêtements, Otzi a permis d'élucider de nombreux mystères sur la vie à son époque. Recherches actuelles. Ces 10 dernières années, voilà, je n'oublie pas de préciser que ce livre a un peu plus de 25 ans, donc on doit se resituer à peu près fin des années 90. Ces 10 dernières années, la technologie moderne a permis aux paléontologues de réaliser d'énormes progrès. De nouvelles techniques de datation, l'informatique, les scanners, les rayons X, les microscopes électroniques à balayage et même les satellites ont tous fourni de nouvelles méthodes de recherche, de collecte et d'analyse de fossiles. Les paléontologues ont également fait appel à d'autres domaines scientifiques comme la génétique, l'étude des gènes qui contiennent une trace de notre passé. Le génie des gènes. Les scientifiques étudient désormais nos gènes, les éléments de nos cellules qui définissent nos propres caractéristiques. La plupart des recherches ont tenté de découvrir quel singe anthropoïde était le plus proche de nous. Toutes semblent indiquer qu'il s'agit du chimpanzé. À de rares occasions, les gènes sont conservés par la fossilisation. Si l'on découvre un jour des gènes primitifs fossilisés, nul doute qu'ils nous réservent des surprises. Un parent exemplaire. En 1994, une expédition en Mongolie découvrit un dinosaure, l'Oviraptor, conservé en position assise sur un nid rempli d'œufs. Des trouvailles précédentes semblaient indiquer que cet animal était un voleur d'œufs, d'où son appellation latine. Nous savons toutefois aujourd'hui que c'était tout simplement un parent exemplaire qui a couvé sa progéniture jusqu'à la mort. Galerie d'art préhistorique. On a découvert cette dernière décennie de nombreuses peintures rupestres. Celles de la grotte Chauvet en France comprennent les seules représentations connues d'un léopard, d'un rhinocéros et d'une panthère. Les derniers visiteurs ont laissé des empreintes de pas, vieilles de 30 000 ans. Comment dater les fossiles? Il existe deux manières de dater les fossiles. La désintégration radioactive, basée sur le fait que certains éléments émettent des radiations et changent de nature avec le temps, et les fossiles eux-mêmes, dont chacun correspond à des périodes spécifiques de notre passé. Des données pour les dinos. L'ordinateur, l'outil le plus précieux des paléontologues, analyse les informations et permet d'enregistrer la situation géographique des découvertes pendant les fouilles. On peut également s'en servir pour produire et comparer des images. La toilette des fossiles. On utilise souvent de simples instruments comme des perceuses, des couteaux et des aiguilles pour la préparation des fossiles. Parmi les autres méthodes, citons les bains à l'acide pour dissoudre la roche autour du fossile et la pulvérisation d'air et de sable sous haute pression afin d'éliminer la saleté. Réalité ou fiction? Les films et les livres traitant de la vie à la préhistoire ont soulevé d'importantes questions scientifiques. Par exemple, pourrait-on reconstituer les gènes d'un dinosaure à partir du sang conservé dans des moustiques fossilisés, comme le suggère le film Jurassic Park? Des yeux électroniques. Pendant des années, les paléontologues ont utilisé des microscopes ordinaires pour étudier les fossiles. De nos jours, des machines électroniques leur permettent d'examiner les fossiles beaucoup plus en détail. Le microscope électronique permet d'identifier des structures mesurant moins d'un millième de millimètre de large
phase fondamentale du puzzle qui constitue l'arbre de vie. Vous pouvez dès maintenant vous lancer à la chasse aux fossiles et faire une trouvaille tout aussi capitale. Il se pourrait même que vous trouviez la réponse à l'un des plus grands mystères de la préhistoire. Voilà, nous avons terminé aujourd'hui avec la préhistoire